Salut bande de pirates! C'est Kenichimaru. Dans cette vidéo, on va faire une théorie sur l'ancien royaume dans One Piece, Joy Boy, Im-sama et le rôle que Luffy aura dans la suite de One Piece. Ce sont vraiment des suppositions et des théories et une partie de la signification du D. Vous êtes prêts les Nakama? Alors prenez votre popcorn, installez-vous parce qu'on va vraiment essayer d'extrapoler au maximum sur des pistes et des indices que Oda a dissimulés dans son manga. Avant de poursuivre cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner, à partager les Nakama pour faire monter cette chaîne. L'objectif quand même, c'est qu'on essaye d'avoir 3000 abonnés. Franchement, c'est possible. Alors, je compte sur vous les Nakama. Plus le temps avance et plus des révélations se font dans One Piece. Des révélations sur la signification du D, des révélations sur l'organisation du monde tel que nous le voyons dans One Piece et tel que nous l'avons perçu, tel qu'Oda nous l'a montré dans son univers de One Piece. Et je pense qu'il y a pas mal de choses et pas mal d'éléments qui commencent à s'entrecouper et qui pourraient nous amener à plus ou moins deviner ce qui s'est passé durant les fameuses 800 ans d'histoire perdue, mais potentiellement aussi quel sera le rôle de Joy Boy et de Luffy maintenant qu'on sait que le Joy Boy est attendu. Maintenant que nous sommes bien avancés dans le manga, je tiens à vous dire qu'il y a un symbole, les Nakama, qui apparaît depuis un moment de manière récurrente à des endroits stratégiques, à des endroits clés dans One Piece. C'est un espèce de grand cercle avec 8 satellites, 8 petits ronds autour, c'est-à-dire un rond avec 8 petits ronds autour. C'est finalement un symbole qu'on voit souvent puisque il apparaît sur l'emblème des Kozuki, mais il apparaît aussi à Alabasta et à Skypiea. Naturellement, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment se fait-il que dans 3 endroits qui sont totalement opposés, c'est-à-dire effectivement Alabasta qui est un royaume dans le désert, Skypiea qui est un royaume dans le ciel, et Wano Kuni qui est un royaume qui est carrément coupé du gouvernement mondial et qui vit en autarcie, qu'est-ce qui pourrait relier ces 3 royaumes qui sont a priori totalement déconnectés finalement dans l'univers de One Piece, en sachant plus que Alabasta est un royaume qui est affilié au gouvernement mondial mais dans lequel le roi, c'est-à-dire la famille Nefertari continue à vivre dans son royaume. Skypiea est un royaume qui est inconnu actuellement plus ou moins du gouvernement mondial et qui est dans le ciel, et Wano Kuni est un pays carrément, un royaume qui est coupé du gouvernement mondial et limite un royaume qui est craint du gouvernement mondial et qui est hors de l'ordre établi dans l'univers One Piece. Et pourtant vous avez vu que c'est un symbole de la sphère entourée de 8 petites lunes qui revient systématiquement dans ces 3 royaumes et qui revient systématiquement dans One Piece. Souvenez-vous, il y a un personnage qui est important et un personnage qui est montré comme un personnage dangereux dans One Piece, c'est Nico Robin. Sa mère avait découvert à Ohara via des recherches que, en tout cas, l'histoire telle qu'elle nous est contée dans One Piece cachait des secrets que les Tenryubito voulaient absolument maintenir obscurs pour le reste du monde. Et dans la fameuse bibliothèque d'Ohara, il y avait à peu près le même symbole que je vous ai montré, c'est-à-dire une Terre, une planète, avec autour d'elle des orbites. On pourrait penser que c'est le système solaire, mais moi j'aurais tendance à penser que c'est le même symbole qu'on retrouve effectivement sur Skypiea, Alabasta ou Wano Kuni. Ce qui est sûr, c'est que le royaume d'Ohara était un royaume constitué d'élite. C'est un royaume d'intellectuels, un peuple d'élite. Et ce sont des gens qui avaient quasiment la plus grande bibliothèque et, pour ainsi dire, le plus grand savoir dans l'univers de One Piece. Et ce savoir était si important qu'il a déclenché un Buster Call qui a conduit à la destruction pure et simple d'Ohara, mais aussi à l'exécution de toutes les personnes ayant vécu ou vivant sur Ohara. Et c'est quelque chose de non négligeable. Ce qui signifie que durant l'arc Ohara, ou durant le flashback à l'époque, c'était à l'époque d'Enies Lobby, Oda nous avait déjà plus ou moins finalement évoqué ce qu'était le One Piece, ou en tout cas ce qu'était l'ancien royaume. Et c'est important de le dire parce que je pense que Oda est en train petit à petit de dérouler cette réalité face à nous. Souvenez-vous, durant l'arc Skypiea, l'objectif d'Ener, c'était finalement de créer une espèce de battle royale pour garder les plus forts et pour aller sur la fameuse Fairyverse. D'ailleurs, Oda va prendre le temps dans les mini-aventures de nous conter l'histoire de Ener à Fairyverse. Et on sait que l'histoire de Ener à Fairyverse est une histoire temporaire. Parce que Ener, une fois qu'il aura terminé
visiter la Lune, donc visiter Feriverse, il compte revenir sur Terre dans l'univers de One Piece. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi une Terre avec 8 petites sphères autour? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu par le passé 8 lunes autour du monde de One Piece? Et ça, c'est quelque chose d'important, puisque... alors, est-ce que ces lunes étaient des satellites? Est-ce que c'était des vraies lunes? Mais en tout cas, est-ce qu'il n'y aurait pas eu 8 lunes autour de One Piece? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, parce que je pense pas que dans la bibliothèque d'Ohara, ce qui était montré, c'était le système solaire. Je pense que c'était plutôt le monde de One Piece tel qu'il était 800 ans avant, finalement, la formation du gouvernement mondial. Moi, je pense qu'il y avait effectivement 8 satellites, 8 espèces de lunes autour du monde de One Piece dans lequel évolue Luffy, et que ces 8 lunes avaient 8 races, 8 espèces, 8 êtres différents, avec des technologies différentes, et que effectivement ces 8 lunes étaient connectées les unes aux autres par un royaume qui leur était supérieur technologiquement, et qui était un royaume ami et bienveillant. Maintenant, pour une raison qui me semble inconnue, et je pense que c'est une partie d'ombre dans la théorie que Oda nous révélera, il nous révélera, je pense, dans les prochains chapitres de One Piece, et je pense que Momonosuke, en lisant le carnet de son père, Oden Kozuki, aura une partie de la vérité. Mais ce qui est sûr, c'est que à un moment donné de l'histoire de One Piece, les 8 lunes qui étaient autour de la Terre ont été détruites. Je pense qu'il y a eu potentiellement une guerre dans l'univers de One Piece, qui a amené effectivement un certain nombre d'individus qui vivaient dans ces lunes autour de la planète, on va dire One Piece, à descendre tous sur la Terre. Et effectivement, ces 8 ou 9 races a finalement formé une espèce d'alliance. Et du coup, le fait que ces différentes lunes étaient détruites, qu'il y ait eu une guerre, ça a amené du coup des races, des peuples différents à vivre dans une seule et même endroit, c'est-à-dire une seule et même terre, qui serait entre guillemets, finalement le One Piece, c'est la terre promise, finalement c'est la terre sur laquelle ces races vivent, puisque effectivement les 8 lunes qui étaient autour de la simple et unique terre du One Piece ont été détruites, et tous ces peuples ont été amenés à vivre ensemble, ce qui expliquerait pourquoi effectivement le One Piece, dans One Piece, il y a tant de variétés d'êtres vivants, puisqu'on voit très bien que il y a dans un univers qui est plus ou moins cohérent, il y a des races et des peuples qui sont totalement différents les uns des autres. Il y a les Minks, il y a les géants, il y a les Tontatas, il y a effectivement les Skypiens, c'est-à-dire les Bicans, voilà. Il y a les longs bras, les longues jambes, et ainsi de suite. Donc, ça peut amener à penser effectivement que pour une raison ou une autre, c'est un peu comme dans la Bible, la terre de One Piece, qui était la terre unique avec des satellites, 8 satellites autour, est devenue finalement une terre d'échappatoire, une terre de repli, une espèce de terre promise pour les différents peuples qui vivaient dans des lunes autour, dans l'espace, autour de cette terre. C'est pour ça que quand Ener va sur Feriverse, donc sur la lune, du coup, il apprend, et c'est Oda nous le dit, que pour une raison X ou Y, à un moment donné, le peuple qui vivait sur la Lune s'est retrouvé en situation de difficulté, sans ressources, et a dû descendre sur Terre. Et ça, c'est important à noter. De plus, cette théorie ferait, entre guillemets, écho aussi au dernier arc potentiel de One Piece, puisque souvenez-vous, pour ceux qui notamment regardent les Avengers et ont aimé Thor, ou ceux qui s'intéressent à la mythologie nordique et qui ont une très bonne culture générale, dans la mythologie nordique que Oda utilise beaucoup, il y a un arbre avec 8 ou 9 mondes autour. Enfin, ce serait plutôt 8 mondes. Ces 9 mondes sont reliés via l'arbre, et effectivement, ces mondes sont effectivement Asgard, Midgard, Afelheim, et ainsi de suite. Et effectivement, dans chaque monde existent des races différentes, des peuples différents, et ces mondes ont une signification, une réalité différente. Et notez bien que Oda, et que dans la mythologie, on va dire nordique, ces mondes sont rattachés à un arbre. Et Oda fait très souvent référence à l'arbre dans One Piece. Vous voyez pas ce que je veux dire par les références de l'arbre dans One Piece? Du coup, Oda fait référence à l'arbre Adam. Marijoa se trouve effectivement en hauteur, et il y a un arbre. Vous avez effectivement durant l'arc Skypiea
Ener qui effectivement fait pousser un arbre. Finalement, c'est un arbre qui pousse et qui va vers le ciel. Donc vous voyez que cette espèce d'idée de racine, d'arbre, de ruissellement est très importante dans l'univers de One Piece. Oda met tout le temps systématiquement des références à l'arbre. Alors, vous allez vous dire, pourquoi 8 ou 9 races atterrissent sur Terre, donc sur la fameuse Terre dans laquelle l'aventure que nous regardons dans One Piece a lieu. Pourquoi ces différentes races se sont battues? Eh ben moi je veux vous dire que ces différentes races se sont battues parce que tout simplement elles voulaient cette fameuse Terre promise. Mais que quand vous avez 9 différentes races qui arrivent sur une Terre unique, ça crée naturellement des conflits. Et je pense que le One Piece, c'est-à-dire la terre sur laquelle Luffy est, Grand Line, ainsi de suite, finalement la terre du gouvernement mondial, finalement ce que nous regardons dans l'aventure de One Piece, l'endroit où se passe l'aventure, c'est le One Piece. C'est cette terre unique, cette terre promise, que ces 9 peuples, ces 8 ou 9 peuples, 9 races différentes ont quitté leur lune pour venir vivre sur cette terre. Mais cela a créé un conflit puisque je pense qu'il y avait déjà, en plus d'êtres humanoïdes qui étaient dans les lunes, il y avait aussi des êtres humains sur la fameuse Terre, et que cela a créé une guerre. Une guerre parce que des peuples avec des technologies différentes et des origines différentes sont arrivés, et cela a créé des discriminations. Alors, qui est le Joy Boy? Pour moi, le Joy Boy, c'est un titre. Ce n'est pas un individu. Joy Boy, c'est un titre qui a été donné à des membres à un membre qui a réussi à unir toutes les différentes races dans One Piece avec pour objectif de créer un monde d'égalité, de fraternité et vraiment créer un royaume à part où tous pourraient vivre sur un pied d'égalité sans avoir à craindre pour leur vie, en pouvant se respecter. Et quand vous avez ces 8 ou 9 différents peuples qui se sont alliés, qui ont allié leur technologie, qui ont allié leur savoir pour créer effectivement un royaume et pour faire cesser les guerres dans le One Piece, donc sur cette fameuse terre promise, ça a créé effectivement un ressentiment des autres royaumes et des autres peuples qui se faisaient déjà la guerre. Et je pense que cet être charismatique qui a créé l'union à travers les différentes races et différents peuples pour créer la paix et créer un royaume de paix, d'harmonie, c'était Joy Boy. Donc Joy Boy, c'est un titre, c'est le titre qui est donné à un individu. Maintenant, une fois que Joy Boy a par le passé, je pense, créé ce royaume d'égalité entre différentes races, différents peuples, cela constituait une menace. Une menace pour les anciens rois humains des différents royaumes qui ont vu en Joy Boy et en ce nouveau royaume fait de différentes races une menace finalement à leur désir de puissance, à leur désir de conquête, et finalement une menace parce que vous savez, quand vous créez un royaume à la Joy Boy, un royaume comme cet ancien royaume avec différentes races où tout le monde se respecte, tout le monde vit en amitié, en fraternité, c'est devenu une espèce de place où tout le monde a voulu aller. Et c'est devenu aussi une menace. Avant de poursuivre cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner, à partager les Nakamas pour faire monter cette chaîne. L'objectif quand même, c'est qu'on essaye d'avoir 3000 abonnés. Franchement, c'est possible. Alors, je compte sur vous les Nakamas. Maintenant, ce que je pense qui s'est passé, c'est que technologiquement parlant, et avec ses différentes races, cet ancien royaume était le plus puissant. Il était le plus puissant, et pour le royaume des humains, il était impossible de vaincre l'ancien royaume. Et ne voulant pas la paix, ils ont continué à chercher encore et encore la guerre. Et quelque chose a fait peser la balance vers les dragons, ce qu'on allait se faire appeler dans le futur les dragons célestes. Et cette chose, je pense que c'est les fameux fruits des démons qui sont une espèce de création, je pense, d'un des peuples venant d'une des lunes. Il y a eu un traître parmi le royaume de Joy Boy, et il y a eu quelqu'un qui a donné effectivement aux dragons célestes, et je pense que cette personne, c'est quelqu'un d'un des peuples, je pense un peuple du démon ou quelque chose comme ça. Il leur a donné les fameux fruits du démon qui ont permis d'avoir un boost de puissance pour les futurs Tenryubito, qui ayant effectivement en leur possession quelque chose, une arme qui leur a permis de construire des fruits du démon, ou en tout cas de fabriquer, ou en tout cas quelque chose, un arbre qui leur a permis de fabriquer, d'avoir les fruits du démon, ont pu supplanter littéralement ces êtres humains-là, ces 20 rois
qui ont composé le premier gouvernement mondial, qui leur a permis de littéralement détruire l'ancien royaume de Joy Boy. Du coup, l'ancien royaume de Joy Boy, comprenant qu'avec les fruits du démon, il allait potentiellement perdre, je pense que cet ancien royaume et Joy Boy, eu la magnifique idée de créer ce qu'on appelle les poneglyphes et de les disséminer dans le monde. Ce qui sont les poneglyphes, une preuve d'une part de l'existence de cet ancien royaume, puisque ce sont des blocs qui sont écrits, qui sont indestructibles, et d'autre part, qui sont effectivement une espèce de carte au trésor qui permettrait au futur Joy Boy de revenir sur la fameuse île de Loftel, Raftel, Lowtel, peu importe le nom qu'on lui donne, afin d'avoir la vérité, mais aussi, je pense, d'y obtenir des éléments qui permettront de recréer cet ancien royaume et de recréer effectivement, finalement, un monde de paix et d'harmonie. Et c'est là que la théorie devient intéressante. Pourquoi, effectivement, les Kozuki ont le cercle avec les 8 lunes autour du cercle? C'est parce qu'ils ont fait partie, je pense, des cadres ou des fondateurs de cet ancien royaume avec d'autres clans, d'autres races, et que tous ces fondateurs de l'ancien royaume, lorsqu'ils se sont disséminés dans le monde et qu'ils ont dû se cacher, ou qu'ils ont dû finalement faire mine d'accepter la destruction de leur royaume et de rentrer dans la nouvelle ère du gouvernement mondial, ils ont symboliquement continué à garder sur leurs étendards ou sur des symboles qu'ils possédaient, le symbole de l'ancien royaume qu'ils avaient fondé et auquel ils avaient cru et qu'ils avaient voulu partager cet ancien royaume qu'ils avaient fondé. Et c'est pour ça que à Skypiea, à Alabasta, vous retrouvez effectivement les signes de cet ancien royaume dans les drapeaux de ces pays. Et d'ailleurs, il est important de noter que les Kozuki ont participé à la création, à la écriture des poneglyphes, et qu'ils ne sont pas finalement innocents, ou en tout cas ils ne sont pas des êtres qui sont anecdotiques par rapport à la réalité des poneglyphes. De plus, je pense que avant de s'effondrer, l'ancien royaume a laissé au futur prédécesseur, au futur Joy Boy et aux futurs héritiers de l'ancien royaume des armes pour pouvoir d'une part reconstituer l'ancien royaume, mais aussi contrebalancer dans une éventuelle guerre le pouvoir des fruits du démon. Et ces armes, nous les connaissons déjà tous. C'est Poséidon, Pluton et Uranus. Nous savons déjà que Poséidon est une personne, c'est Shirahoshi. Je pense que ces armes sont des armes finalement comme des espèces d'armes génétiques, d'enfants, de personnes qui renaissent à travers les âges, et qui doivent finalement trouver une époque, ces personnes, pour renaître tout en même temps. D'ailleurs, il est important de noter que cette théorie tient la route, puisque vous voyez bien que les fruits du démon, depuis leur apparition finalement dans One Piece, créent plus de désordre que d'ordre, puisque des individus lambda devenant des criminels ou des pirates, ou même des gens du côté de la marine, du côté de l'ordre, et obtenant les fruits du démon, des fruits du démon peuvent se retrouver dans des situations à faire le bien ou le mal. Et effectivement, lorsque vous avez des personnages comme Barbe Noire ou comme certains mauvais pirates qui ont des fruits du démon, des civils, des innocents sont tués. Alors vous allez me dire maintenant, quel est le rôle de Im-sama dedans? Qui est-elle vraiment? Eh bien écoutez, moi je pense que Im-sama est descendante finalement de cette race, ou en tout cas de ces individus qui ont donné aux 20 premiers rois qui ont confédéré le gouvernement mondial, qui leur a donné des fruits du démon, qui leur a permis effectivement d'être les rois et de devenir les Tenryubito, finalement les dragons célestes, donc devenir les rois du nouveau monde de One Piece tel que nous le connaissons vraiment. Mais je pense qu'elle leur a donné ce pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir des fruits du démon et le pouvoir d'être les dieux, les nouveaux dieux sur cette terre, à une condition que eux puissent se considérer comme des dieux, mais que finalement Im-sama puisse être la seule et véritable reine ou roi dans l'ombre de tous ces hommes-là, ou de tous ces Tenryubito. C'est un peu pour ça qu'Oda nous a montré effectivement cette scène avec le trône vacant sur lequel personne n'a le droit de s'asseoir, mais que finalement Im-sama va s'asseoir dessus,
parce que finalement, Im-sama est le roi ou la reine, finalement, dans l'ombre. C'est elle qui manipule tout, c'est elle qui a le véritable pouvoir. C'est un peu comme quand on dit, finalement, dans notre monde réel, l'État profond, l'État français profond, l'État profond américain, c'est-à-dire, effectivement, il y a la façade, le président de la République, l'Assemblée, mais dans l'ombre, il y a un certain nombre d'individus qui gouvernent, qui prennent les véritables décisions, les véritables orientations. C'est d'ailleurs pour ça que Im-sama a des yeux différents, peut-être des yeux un peu à la Mihawk, certains disent, mais en tout cas elle a des yeux différents. C'est parce que tout simplement je pense que Im-sama est d'une race, d'une espèce différente. Eh bien du coup les Nakama, pour conclusion, je dirais que je pense que cette théorie nous sera très bientôt validée par Oda. Vous savez que la Lune joue, comme je l'ai dit en introduction, finalement un rôle assez important. Et d'ailleurs, dans Wano Kuni, Oda nous montre qu'effectivement, la Lune est quelque chose d'important, puisque beaucoup de personnages importants ou de clans importants dans Wano Kuni ont le kanji, ou en tout cas ont l'appellation, le nom Lune dans leur nom. Vous avez par exemple les Kozuki, vous avez les Shimotsuki, et ainsi de suite. Et pour conclure, et la chose la plus intéressante, je pense, c'est que maintenant, nous pouvons dire, et en tout cas je peux le dire, les Nakama, les dés, ce n'est pas, ou en tout cas la signification des dés, ne serait pas finalement une espèce de lignée, voilà, de père en fils ou quelque chose comme ça. Ça serait pas une espèce de race ou de choses à part, puisqu'on voit très bien qu'il y a des dés dans différentes races, chez les hommes poissons ou même chez les géants, puisqu'il y avait Aguardi Solo. Mais je pense que les dés seraient plutôt un peu une sorte de fraternité, une sorte de clan, d'ennemis, un peu comme les Taiyobito, de gens qui se sont fait une promesse, de manière peut-être plus ou moins indirecte, mais qui se sont fait une promesse un jour de reconstituer finalement cet ancien royaume, ce royaume d'égalité, de paix, et finalement ces différentes races qui auraient prêté un serment, et en prêtant ce serment un jour de reconstituer ce royaume, de créer un monde d'égalité, de paix, ont choisi de mettre un D, une initiale D dans leur nom. Finalement on les voit dans One Piece, et ces différents personnages, finalement ce dé serait plutôt une lune ou une demi-lune. Voilà les Nakama, je sais que cette théorie n'est pas parfaite, je la fais un peu à pied levé. Je sais qu'il y a encore des zones d'ombre, et j'assume ces zones d'ombre dans cette théorie, parce que voilà, qu'est-ce qui fait que ces lunes se sont détruites, ont été détruites les unes après les autres, et que tous les peuples émigrés, on ne sait pas. Mais en même temps, dans l'Apocalypse, dans la Bible et ainsi de suite, dans différentes sources que Oda aurait pu puiser pour créer son histoire, vous voyez des fois que des choses se produisent, des cataclysmes se produisent et emmènent effectivement des personnages à avancer vers une terre promise. C'est un peu l'histoire de l'Exode dans la Bible et ainsi de suite. Donc les Nakama, à vous de me dire ce que vous pensez de cette théorie. C'est fini, pensez à liker et à vous abonner. À très bientôt pour une prochaine théorie les Nakama. Ciao.